Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire d'expertise climat à destination des journalistes. Avant de commencer, quelques mots au sujet d'expertise climat. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une association à but non lucratif, apolitique et financièrement indépendante. Donc nous avons un réseau de 250 chercheurs, toutes disciplines et tous instituts, qui visent à aider les journalistes et scientifiques à travailler ensemble dans l'objectif d'éclairer collectivement le débat sur les enjeux de transition. Alors aujourd'hui, on vous propose un échange avec Christophe Alliot, qui est responsable des études et de la recherche au BASIC, c'est le Bureau d'analyse sociétale d'intérêt collectif, spécialiste des chaînes de valeur, des revenus agricoles et des coûts sociétaux du système alimentaire. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Eve Fouilleux, qui est directrice de recherche au CNRS et chercheuse au CIRAD, spécialiste des politiques agricoles, de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Bonjour Eve. Bonjour. Alors initialement, on avait prévu cet échange sur la loi du plomb. La pétition citoyenne à l'Assemblée a été reportée, donc a priori mi-février. Mais dans le contexte de cette rentrée de mobilisation à nouveau des agriculteurs, de Mercosur, de gestion de la dermatose, des nouvelles mesures bientôt annoncées, finalement c'est une crise des revenus qui se dessine, c'est une meilleure rémunération, c'est ce que réclament les agriculteurs. Donc Ève et Christophe, vous allez pouvoir nous éclairer sur les problèmes structurels qui permettent d'expliquer, selon vous, pourquoi c'est une crise qui s'installe et si les réponses politiques apportées peuvent permettre d'en sortir. Donc pourquoi les revenus agricoles restent si faibles? Comment se répartit la valeur des produits au sein des filières? Quelle politique publique? On est ensemble pour une heure avec d'abord les présentations, puis on gardera un moment d'échange d'au moins 30 minutes où vous pourrez poser toutes vos questions et qui, lui, ne sera pas enregistré. Si vous voulez commencer à poser des questions dans le chat, on les passera directement avant la fin des présentations ou si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas. Eh bien, Christophe, je te laisse la parole. Agathe a très bien introduit de qui je suis et ce que nous faisons basique. Donc, on est une structure coopérative et on travaille pour à la fois les organisations de la société civile et les pouvoirs publics aux différentes échelles, collectivités, agences d'État, ministères et Commission européenne et intergouvernementale comme la FAO. Ce que je vous présentais là, c'est issu d'un travail de recherche qu'on a publié il y a un an. Et en introduction, deux, trois petits éléments. Les mots-clés à l'origine de notre recherche, c'était d'investiguer ces questions de compétitivité de la culture et de l'alimentation en France, question de revenus, comme l'a très bien dit Agathe. Donc comment approfondir ce sujet, donner un éclairage, et puis on fait un lien aussi avec un autre sujet très fortement d'actualité qui est peu mis en lien la plupart du temps, c'est la question de la dette publique. Vous allez voir cela. Le parti pris et l'angle, c'est de remettre le maillon agricole dans un contexte pour mieux le comprendre, dans le contexte de tout ce qui se passe avant et après. Avant sur la fourniture de tout ce qui permet de faire l'agriculture aujourd'hui telle qu'elle est, mais aussi après en termes de transformation des produits, de distribution, de restauration et bien sûr de consommation. Et avec un angle qui est vraiment économique. Donc on va être complémentaire avec Eve qui va plutôt parler de politique publique. Moi, je vais être plutôt sur le fonctionnement du système économique et donc de ses coûts sociétaux. Quelques éléments. Là, un premier élément qui est issu de notre recherche, reprendre un peu le constat avec des flux de qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on transforme, qu'est-ce qu'on consomme en France et qu'est-ce qui vient d'ailleurs et qu'est-ce qui part ailleurs. Donc, ce qu'on produit, transforme et consomme, c'est au milieu, ce sont les flèches noires. Avec le T, ce sont des tonnages. Alors, c'est tout produit confondu. Ce qui nous vient d'ailleurs, c'est ce qu'il y a en haut. Ce qui part ailleurs, c'est ce qui est en bas en termes d'export. Et vous voyez qu'il y a deux flèches à la fois en haut et en bas, puisqu'il y a des produits à la fois bruts, sortis de ferme, donc c'est tout à gauche, et au milieu, des produits déjà transformés, voire emballés, prêts à consommer. Les chiffres que vient de publier l'INSEE sur les 9 premiers mois 2025, donc on est proche du résultat de la fin d'année, mais pas encore, et c'est les derniers résultats qui ont été publiés mi-décembre. Vous avez ici en milliards d'euros ce que cela représente. Donc on voit pour la première fois que nous ne faisons quasiment plus, enfin on ne fait plus d'excédent, en tout cas sur les 9 premiers mois, on est pour la première fois en déficit depuis les années 1970. On est en déficit côté agricole, légèrement, comme vous le voyez, et ça n'est plus compensé, contrairement au passé, par les produits transformés, notamment à l'export par la partie vitivinicole qui génère une grosse partie des 48 milliards d'exportations françaises. Je vous ai rajouté une petite information sur la place de l'Union européenne là-dedans, puisqu'on a souvent tendance, puis dans l'actualité, on va reparler de Mercosur et d'autres éléments, mais il est important de redire que ces échanges, donc ils sont beaucoup le fait de produits transformés, plus que du mélange agricole, de manière très majoritaire, et beaucoup le fait de l'Union européenne.
Donc là aussi, ce sont les derniers chiffres à date. Et je vous ai mis un dernier graphique tout à droite. Pour le coup, c'est la balance commerciale. Quand on fait le solde des exports moins les imports, on voit que on vient d'une situation, le petit diagramme là avec la courbe en noir démarre aux années 1980. Vous avez en rouge la ligne 0. On voit qu'on était excédentaire déjà depuis les années 70. Alors c'est pas plus vieux que ça, mais depuis les années 70. Et puis on avait réussi à monter à une moyenne de 8 milliards d'euros d'excédent depuis 1990, depuis la chute du mur de Berlin. Et en fait, on est en train de s'orienter. Alors, on n'a pas encore les résultats, mais si ça continue comme les 9 premiers mois 2025, on va être pour la première fois sur un déficit depuis 1990 et un grand changement, enfin depuis 1970, et un grand changement depuis les années 90. Alors, comment on explique en fait cette situation-là, cette question de compétitivité, mais aussi on va venir sur le revenu des agriculteurs. On a à l'origine du système alimentaire un contrat social posé après-guerre. Ce contrat social, c'est une alimentation la moins chère possible mais aussi qui ne nous intoxique pas. Pour ce faire, le choix qui a été fait en France, mais aussi partout ailleurs en Europe et plus largement au niveau mondial, c'est de mettre l'accent sur des volumes, produire beaucoup et toujours plus, et une maximisation de la valeur, qui voulait dire aussi avoir des champions français dans un contexte où on n'en avait pas dans les années 60. En amont de la chaîne, donc quand on va avoir le regard tourné vers le monde agricole et peut-être la première transformation, on a mis ça en place grâce à une logique où on a décomposé une alimentation qu'on faisait autrefois chez nous dans notre cuisine en des ingrédients standardisés, produits de manière la plus massive possible pour faire des économies d'échelle, qui a eu du coup un effet d'entraînement vers l'agriculture, avec pareil, une standardisation de ce qui sortait des fermes progressive depuis les années 60 et une massification des productions. Et puis, on a ouvert la concurrence, ce qui a créé la pression sur les prix que vous avez là en haut. On a ouvert la concurrence entre tous les agriculteurs en France, où qu'ils soient, avec des conditions assez différentes d'un territoire à l'autre, mais aussi au niveau européen avec le marché commun, et puis avec les accords de libre-échange plus largement au niveau mondial. Et donc, c'est ce qui a entraîné une pression sur les prix, puisque c'est le moins-disant qui obtient le marché et qui a gain de cause. Ça, c'est ce qui se passe en amont qu'on connaît très bien. Ce qui est moins documenté, mais qui est au cœur du système. Maintenant, on va avoir le regard tourné vers les supermarchés, les restaurateurs, et puis nous, consommateurs, consommatrices. Ces mêmes ingrédients très standardisés, on les recombine à l'infini, dans une infinité de produits qui sont surtout avec un packaging autour, avec des dépenses de publicité, avec du marketing. Et c'est ce qui permet de créer de la valeur, parce qu'on va vendre plus cher quelque chose qui coûte peu cher à fabriquer, en tout cas le moins possible. Et c'est là tout le cœur du système qui s'est constitué depuis 70 ans et qui petit à petit a pris la place majoritaire aujourd'hui. Et cette logique-là était de pair avec des acteurs toujours plus grands qu'on a voulu pour avoir justement des champions français, des champions européens. Là, vous avez un schéma qui se lit de gauche à droite. On va de l'amont, avant même l'agriculture, tout à gauche, jusqu'au consommateur, tout à droite. Et on voit qu'on a, avec ces petites roues dentées, en fait, à 3 points névralgiques de la chaîne, des cœurs de concentration. Alors, c'est bien connu côté fabricant pesticides semences. C'est aussi connu, mais on a des derniers chiffres à date dans notre étude sur la partie de transformation, avec 39 entreprises implantées en France qui font 2 tiers de toutes les ventes de produits transformés, et puis les distributeurs bien connus, mais aussi des chaînes de restauration et de fournisseurs des chaînes de restauration comme Métro. Donc on a là un système qui est à l'œuvre. Ce système qui a eu du coup des conséquences qui continuent en termes de dynamique, il se retranscrit dans une façon de forger, de déterminer, de construire les prix. Et ça va commencer à nous expliquer ce qui se passe côté des agriculteurs. On a d'abord, donc là, un schéma un peu type de 2 façons de construire les prix. Soit celui qui a gain de cause, donc c'est sur ce schéma-là, en vert, c'est le vendeur. Quand un vendeur fait quelque chose de différent de son voisin, en fait, il arrive souvent à obtenir un meilleur prix, en tout cas qui reflète sa disparité, sa différenciation à lui. Et c'est pour ça que vous avez ce petit logotype en vert avec une flèche qui vient du bas. Ça, c'est, je dirais, une façon historique de construire les prix. Mais en vis-à-vis, on a une autre logique qui s'est peu un peu imposée, qui là, il y a une signalétique en orange, vous voyez, avec des flèches qui viennent du dessus, où là, au contraire, on a un acheteur qui a beaucoup plus de force de négociation et qui va pouvoir mettre en concurrence soit les agriculteurs ou les industriels et de prendre au plus offrant. Et ça se rajoute avec une recherche de lucrativité imposée par les actionnaires. Ce qui va être particulier, c'est que cette logique-là, elle peut être vue comme quelque chose qui est insufflé par un acheteur qui a, je dirais, une force de négociation importante. C'est aussi parfois une logique de marché où tout le monde fonctionne comme ça, même quand on est un peu plus petit.
Et puis, ça a une particularité sur Orange. Il y a un cas particulier qui est celui de l'alimentation et notamment des supermarchés, hypermarchés, de la grande distribution, où elle a carrément construit ce modèle-là. C'est pas le consommateur qui le veut, mais elle a construit un système où elle se met en concurrence elle-même à qui est le moins cher. Et du coup, elle a construit ce Orange, y compris vis-à-vis du consommateur, même si c'est bien grande distribution qui a la force de frappe, mais elle a construit elle-même ce système-là. On va voir pourquoi. Et on a utilisé ce cadre d'analyse pour regarder ce qui se passe du producteur au consommateur. Donc ça marche du bas vers le haut. En bas, on a les agriculteurs, les transformateurs ici, les supermarchés et les restaurateurs, et puis tout en haut, les consommateurs, consommatrices. Maintenant, on va regarder ce que ça donne dans le système français. On a en vert encore toute une partie du système qui fonctionne avec une différenciation possible des agriculteurs qui va jusqu'au consommateur. C'est vrai d'une partie de la bio, pas en totalité, même si c'est en majorité, mais pas toute. Une partie des AOP, des magasins de producteurs, des ventes directes, du commerce équitable. Mais la nouveauté de ce qu'on apporte, donc ce système qu'on a pu documenter, on a pu y mettre des proportions. Et vous voyez en bas, on a deux systèmes, je ne rentre pas dans le détail, mais on a grosso modo que 8% de toutes les dépenses des Français et de tout ce qui se vend en sortie de ferme qui correspond à ce système-là, qu'on peut juger plus vertueux. L'État l'appelle la marche avant. Quand l'État écrit la loi Egalim, c'est ce modèle-là qu'il appelle de ses voeux, mais on voit qu'il est très minoritaire en France. On a en vis-à-vis l'autre extrême, c'est-à-dire au contraire, vous voyez, du orange partout tout du long, depuis la partie agricole tout en bas jusqu'en haut. Là, pour le coup, ce sont les premiers prix. On les reconnaît bien à la signalétique tout en haut en tant que consommateur. Et ça, c'est 11% de toutes les ventes en France. C'est bien sûr en supermarché, hypermarché, mais c'est aussi la restauration très abordable à faible prix. On voit que c'est plus que précédemment, c'est 11%, mais ça n'est que 11%. Donc quand on fait la somme de ça, on est à peine à 20%, un peu moins de la France, du système français. Du coup, comment ça fonctionne? Ou bien, à des cœurs du réacteur, c'est un tout petit nombre de produits. C'est globalement 3-5% des codes barres vendus par les supermarchés, hypermarchés. Mais ce petit nombre de produits génère un tiers de toutes les ventes françaises d'alimentation. Vous avez une petite signalétique en haut que voici quelques produits parmi ces produits phares, hein, entre le Nutella, le Camembert Président. On pourrait citer le jambon Herta, l'eau cristalline, le Coca-Cola par exemple. Là, pour le coup, on est sur un système qui est très connu du grand public, puisque tout en haut, en fait, c'est en orange parce que la grande distribution, c'est elle qui se livre une guerre frontale des prix, fratricide, pour attirer le consommateur dans ses magasins avec à coup de promotion, de discount toute l'année. Mais ce qui est contre-intuitif pour le consommateur, c'est que bien qu'il y ait une concurrence exacerbée des distributeurs dessus, en fait, c'est très lucratif pour le milieu de chaîne et pour le transformateur, la grande marque qui arrive à créer ces produits-là. Et en fait, ces produits, du coup, vont être un peu le cœur de la rentabilité des deux maillons. C'est ce qui fait que toute l'industrie française arrive à être très profitable, et c'est plutôt une réussite. C'est ce qui permet au supermarché d'attirer le consommateur et de lui vendre eh bien, tout le reste. Et tout le reste des produits sont plutôt des produits sur lesquels la grande distribution fait pas mal de profits, les restaurateurs aussi. C'est tout ce qui va être en dehors de ces produits-là et qui va être tout en haut là, du schéma que vous avez ici, avec des marges, que ce soit sur les marques distributeurs, sur les autres produits qui sont moins les produits des grandes marques, sur des produits de PME. C'est là qu'on va avoir des marges bien plus importantes pour entrer en détail si vous avez des questions. Et en fait, tout est question d'équilibre. Pour la grande distribution, par exemple, elle va perdre de l'argent tous les jours en orange sur les premiers prix et ses produits phares. Il faut qu'elle se refasse sur autre chose. C'est tout le reste des produits, notamment les produits bio AOP, qui sont à gauche de l'équation, parce que c'est là qu'on a des consommateurs plus aisés, qui sont moins regardants, qui ont un pouvoir d'achat supérieur et surtout un consentement à payer supérieur. Maintenant, si on va regarder un petit peu les conséquences, ce que j'ai mis dans cette diapo-là, c'est que la compréhension de ce fonctionnement et des poids en fait de chacune de ces logiques verticales, c'est ce qui va être à l'origine de pas mal de choses. D'un côté, tout en haut, en fait, tout ceci est alimenté par beaucoup de dépenses publicitaires pour attirer les consommateurs dans les grands magasins de supermarchés, d'hypermarchés, pour les amener vers les produits phares. C'est 5,5 milliards d'argent chaque année et c'est plutôt des produits gras, sucrés, salés parce que ce sont ceux-là qui se vendent le plus et pour lesquels nous revenons en tant que consommateurs, consommatrices tous les jours les racheter. En milieu de chaîne, c'est pour tenir cet équilibre économique, donc le côté de la partie industrielle et de transformation, c'est beaucoup de pression sur les coûts internes, sur les salaires, beaucoup d'inégalités salariales et de personnes, de travailleurs, travailleuses qui sont en dessous d'un revenu décent.
Et puis surtout, il faut regarder la partie agricole puisque c'est le cœur du sujet actuel. On voit qu'aujourd'hui, sur toute la partie en orange qui est à droite, qui est plus de 90% de tout ce qui se vend en France en alimentation, même si ça crée de la valeur en haut, en vert, il y a pas mal de vert ici et ça crée pas mal d'îlots de prospérité pour les acteurs de la transformation, de la restauration, de la distribution. En fait, les agriculteurs n'en voient pas la couleur. Ils n'en voient pas la couleur parce qu'ils sont situés en début de chaîne, dans un système où ils sont en concurrence les uns avec les autres, et c'est à qualité donnée celui qui a le prix le plus faible qui emporte le marché, et c'est bien là tout le problème. Et cette pression sur les prix agricoles qui se rajoute en plus à une fluctuation de plus en plus importante, c'est ce qui va être, d'après notre étude, le principal facteur, même s'il y en a d'autres, mais c'est le premier des facteurs, en tout cas économique, vers un agrandissement des exploitations, leur spécialisation, l'endettement, l'investissement capitaliste, etc., etc. Pas mal d'inégalités au sein du monde agricole, puisque il y a quand même certains agriculteurs qui arrivent à tirer la profitabilité de ce modèle-là, parce qu'ils sont taillés et qu'ils ont la chance d'avoir une exploitation qui est faite pour ça, qui est de plus en plus une agriculture de firme, mais beaucoup d'inégalités au sein du monde agricole, au sein des filières et des filières les unes par rapport aux autres. Mais tout ça a surtout aussi des conséquences. C'est pas qu'un fonctionnement économique, ça a des conséquences qu'on a pu documenter. Là, je passe rapidement, c'est un petit schéma sur le cadre qu'on utilise. En vert, en fait, tout ce qui sont les limites planétaires auxquelles nous sommes confrontés, climat, sol, biodiversité, eau, ressources non renouvelables. Et en violet, toute la partie du plancher d'enjeux de droits humains et d'enjeux sociaux auxquels on est également confrontés, maintenir une santé humaine minimale, avoir des conditions de travail acceptables, avoir des revenus décents, avoir un minimum d'inégalité sociale autant que faire se peut ou de cohésion sociale. Bien sûr, tous ces aspects-là, sans rentrer dans le détail, on a un système alimentaire qui contribue à dégrader, mais surtout dont les dégradations s'accentuent et dont on n'arrive pas à juguler en fait les conséquences. Et ces conséquences-là, que vous voyez là, elles viennent bien du fonctionnement au cœur du système qui est là, puisque la partie plus vertueuse, elle, je reviendrai après, elle est trop limitée aujourd'hui en termes de poids et elle n'arrive pas à contrebalancer les conséquences négatives du système. Et pour finir sur la question de la dette publique que je disais en introduction, bah, tout ça a un coût. En fait, ce coût, on a pu le déterminer à partir d'une étude très approfondie qu'on a menée des comptes publics, aussi bien de l'État, la sécurité sociale et des collectivités locales et de l'Union européenne. Et ça nous a permis de voir quelles étaient les dépenses réelles engagées chaque année par cette collectivité publique pour pouvoir compenser, essayer de limiter les impacts négatifs. Donc on a tout le système de sécurité sociale en violet clair ici, qui est le gros des coûts, mais on a aussi, vous voyez, en violet plus foncé, beaucoup de filets sociaux qu'on met en place parce qu'on a des travailleurs et surtout des agriculteurs qui n'ont pas assez pour pouvoir vivre. Et puis en vert, moins d'argent, mais ça ne dit pas moins de problèmes, ça dit qu'on dépense moins d'argent, on est moins prêt à mettre de l'argent aujourd'hui pour essayer de rectifier les conséquences de la dégradation écologique environnementale. Au total, 19 milliards d'euros en 2021 sur toutes ces conséquences que je viens de documenter avant. Mais c'est pas tout. En amont, on a aussi et surtout beaucoup d'argent public qui vient tenir le système. Vous allez voir pourquoi j'utilise ce mot de tenir le système. Première chose que là, c'est un gros travail pareil de comptabilité que nous avons mené avec un partenaire think tank qui s'appelle I4CE. Et on a pu dénombrer qu'en 2021, la même année, on avait 48 milliards d'euros, c'est même devenu 52 milliards en 2024, bien plus que les chiffres qui circulent habituellement. Pourquoi? Parce que vous avez dans ce schéma à gauche qui euh, sort l'argent, en fait, qui fournit des aides publiques et à droite qui les touche. Et en fait, dans ce que vous voyez à gauche, vous voyez que l'Union européenne et la politique agricole commune, ça n'est que 20 et quelques pourcents de l'équation. En fait, une grosse partie, c'est en orange, surtout foncé, ce sont beaucoup d'exonérations sociales et fiscales qui sont venues année après année s'accumuler pour aider à soutenir tous les acteurs du système. Et comme vous voyez, ces exonérations bénéficient bien au-delà de l'agriculture à tout le reste des maillons, surtout en aval. Et puis tout en bas, c'est la partie des collectivités territoriales, la partie qui est la moins souvent vue, mais qui représente quasiment autant que la politique agricole commune. On a mis pour ce faire au point une modélisation qui estime les coûts qui ne sont pas payés par les usagers. Donc, quand vous avez vos enfants à la cantine scolaire, on ne prend pas en compte les 5, 4, 5, 6 euros que payent les parents. On prend en compte le fait qu'au-delà de ces 4, 5, 6 euros, en fait, le coût de la pause déjeuner, en fait, c'est plutôt 10 à 12 euros. Et en fait, c'est ce manque à payer qu'on a comptabilisé qui est en vert ici. Et donc, ça pèse sur les impôts locaux. Ça représente autant que la politique agricole commune, donc pas mal d'argent qui est mis dans le système. Donc au total, comme je disais,
48 milliards. Et pour finir, on a fait le lien avec ce que je vous disais au début. En orange, ici, c'est ce même argent sur les 48 milliards, combien vont à ces chaînes de valeur dont je vous parlais ici, qui sont en orange, tout ce paquet-là qui est à droite, et qui du coup ne rémunèrent pas les agriculteurs. Eh bien, toutes ces filières en orange, où d'autres tirent la profitabilité, mais pas le monde agricole, elles bénéficient de 40 milliards d'euros. En vis-à-vis, il n'y a que 3 milliards, vous voyez tout de suite en dessous, qui vont plutôt aux chaînes de valeur en vert, donc qui ont une construction de valeur plus vertueuse pour tous les maillons. À droite, on a été mettre en vis-à-vis combien de profits nets sont chaque année, enfin la même année en l'occurrence, générés par les acteurs de ces chaînes de valeur, soit en orange, soit en vert. Et grande surprise de notre part, on s'aperçoit que quand on met bout à bout tous les industriels, petits ou grands, les distributeurs, les magasins commerçants, les restaurateurs, les chaînes de restauration, en fait, ils ne tirent de bénéfices en 2021 que 28 milliards quand ils ont touché 40 milliards d'argent public. Donc ça change un peu le regard sur deux choses. Premièrement, enfin trois choses au moins. L'argent public ne va pas qu'aux agriculteurs, mais à tout le système et de manière bien plus prépondérante aux autres maillons. Deuxièmement, cet argent public, il permet de tenir un secteur qui représente beaucoup d'emplois, 3 millions d'emplois en France, mais qui ne serait plus rentable aujourd'hui seulement avec sa capacité de créer de la valeur. En fait, elle a besoin d'argent public. La preuve est qu'il génère moins de bénéfices qu'il ne touche l'argent public. Et troisièmement, bien évidemment, c'est aussi l'équilibre entre ces deux sommes d'argent. Il y a rien à être, il y a pas à être contre forcément le fait qu'il y ait autant d'argent qui est mis en orange, parce que ces chaînes de valeur, elles ont besoin d'être réorientées. La problématique, elle reviendra dessus, c'est qu'il n'y a pas de conditionnalité aujourd'hui, c'est de l'argent qui est mis un peu de manière aveugle dans le système. Et pour finir, du coup, en résumé, et je vais passer maintenant la main à Ève, on a un système qui fonctionne avec des chaînes de valeur qui ne rémunèrent pas les agriculteurs et qui rémunèrent d'autres maillons de la chaîne, par construction, peu de chaînes vertueuses, qui génèrent tout un tas de dégradations sociales et environnementales par construction. Ces dégradations génèrent des dépenses publiques pour essayer d'en limiter les conséquences qui pèse du coup sur l'État, mais qui chaque année remet de l'argent qui bénéficie plutôt au statu quo. Et du coup, c'est bien là tout le problème, c'est qu'on a un cercle vicieux à l'œuvre avec 70 milliards d'euros chaque année pour un résultat qui ne va pas en s'améliorant et qui en plus a tendance à grever de plus en plus ses dépenses publiques à un moment où en fait on est confronté à un mur de dette auquel il faut qu'on arrive à se confronter. Et bien sûr ouvert à toutes vos questions sur comment ces éclairages J'espère permettent nous d'avoir un éclairer un peu peu autrement les les débats débats actuels actuels de de compétitivité, de compétitivité, de rémunération rémunération et de et de dette dette publique. publique. Et Et je je passe. passe. Merci beaucoup, Christophe. On voit bien effectivement la construction économique et comment est-ce que ça répond aux questions actuelles d'actualité d'agriculteurs qui veulent de meilleures rémunérations et qui effectivement sont pris en étau dans un système qui sont en bout de chaîne. F. Foulieu, je te passe la parole pour nous expliquer un petit peu comment ce système est construit au niveau des politiques publiques qui finalement construisent ce système et quelles sont les pistes de sortie. Et ça répondra peut-être en partie, et vous poserez vos questions après, mais voilà, est-ce qu'on peut sauver les agriculteurs aujourd'hui? Est-ce que les mesures gouvernementales qui sont proposées ou qui vont être proposées sont à même de le faire? Eve, je te passe la parole. La question que je vais poser, je vais euh, poser la question de savoir est-ce qu'on peut sortir de ce système-là, est-ce qu'on peut produire différemment, et quel rôle les politiques publiques peuvent jouer dans ce changement ou dans l'orientation du système alimentaire actuel. Donc la question, est-ce qu'on peut produire différemment? Donc là, la littérature scientifique, mais la pratique montre aussi que oui, on peut le faire. Il existe de multiples technologies agronomiques pour, en particulier, remplacer les intrants de synthèse, engrais, pesticides, qui sont le cœur de cette production en masse, en volume, en masse, standardisée, qui est nécessaire au fonctionnement du système que nous a exposé, enfin du fonctionnement économique basé sur la production massive de matières premières standardisées que nous exposait Christophe. Et alors ces techniques, c'est la reconnexion élevage-culture, les rotations de culture, les engrais verts, les intercultures. Il y a tout un tas de façons de faire qui sont mobilisées par différentes formes d'agriculture, au premier rang desquelles, par exemple, la permaculture. On en parle beaucoup parce que c'est un micro-exemple
pour associer notamment de façon efficace les cultures ou de réintégrer la faune sauvage. C'est l'agroforesterie, c'est en fait toutes les techniques agronomiques de terrain qui sont mises en place par les nombreuses exploitations en agriculture biologique à différentes échelles. Ça peut être des toutes petites exploitations, mais ça peut être aussi des très grandes exploitations. J'aime bien toujours donner l'exemple de Laguna Blanca en Argentine qui fait de l'agroécologie, enfin de l'agriculture biologique sur 3000 hectares. Ça fait aussi de très beaux paysages de land art puisque on doit alterner pour éviter la prédation des cultures, etc., des formes de culture, des corridors pour la faune sauvage, etc. Donc c'est possible aussi à grande échelle, ce qui est souvent pas imaginé. Donc ensuite la question, donc, en pratique, c'est mis en pratique, ça existe. On peut faire différemment, comme l'a montré Christophe. Le système ne le favorise pas. Et un autre argument qui est souvent avancé pour dire on ne peut pas généraliser l'agriculture biologique ou l'agroécologie, c'est qu'on n'aurait pas assez de surface puisqu'on supposerait des rendements plus bas et que donc il faut, pour produire la même chose, plus de surface. En réalité, il y a de nombreux travaux de scénarios, de prospectives qui ont été faits. C'est le cas par exemple de TIFA, le scénario de l'IDRI qui s'appelle 10 Years for Agroecology, qui montre qu'on peut produire à l'échelle de l'Union européenne pour nourrir la population européenne avec 40% de gaz à effet de serre en moins, avec plus de biodiversité et donc des effets positifs à la fois en termes sanitaires et santé humaine. Ça a été montré au niveau national enfin, dans les scénarios qui s'appellent After 2050 de Solagro. Ça a été travaillé aussi par des chercheurs, notamment Gilles Bienne, des biogéochimistes qui travaillent sur la clôture du cycle de l'azote. Donc, c'est des travaux vraiment qui montrent on peut faire autrement à la petite condition, qui est quand même une très grosse condition, de changer de régime alimentaire, puisque en fait actuellement on produit massivement des céréales pour l'alimentation animale qui occupent une grande portion de la surface agricole et qu'il faudrait transférer vers soit de l'extensification de pâturage, soit de la production de production végétale pour l'alimentation humaine. Mais en tout cas, on n'a pas de problème de surface agricole pour nourrir la France, l'Union européenne, à partir d'une agriculture biologique. Donc, il y a de nouveaux travaux aussi qui montrent les bénéfices économiques, notamment pour les agriculteurs, de ces approches-là, notamment à travers la réduction de charges que ça implique, des travaux qui ont été faits par des scientifiques, travaux théoriques, travaux aussi repris par, là en l'occurrence, France Stratégie en 2020, qui avait fait un rapport sur les performances économiques et environnementales de l'agroécologie. Et puis, au niveau plus macro, on sait que l'agriculture biologique, eh ben, forcément, elle remplace l'action des produits chimiques par du travail humain. Et donc, elle emploie plus en moyenne que l'agriculture conventionnelle. Et au niveau encore plus macro, on peut souligner un autre avantage qui est la sortie de la dépendance aux intrants qui sont massivement achetés à l'extérieur, comme les engrais azotés, ou le soja pour l'alimentation animale. Donc, il y a des bénéfices économiques, des bénéfices pour la santé publique. Alors évidemment, pour les agriculteurs et les salariés agricoles qui sont les premières victimes des pesticides, pour les riverains, pour les citoyens qui sont en demande d'une eau, d'un air de meilleure qualité. Et ça, c'est vraiment, ce sera un effet immédiat de l'arrêt des pesticides ou des engrais chimiques. Et puis évidemment pour les consommateurs, et là je renvoie aux études de la cohorte Nutrinet Santé, et en particulier au sein de cette cohorte, la cohorte BioNutrinet, qui montre que les consommateurs réguliers de bio sont moins en surpoids, moins obèses, et moins à risque de développer des cancers, avec jusqu'à moins de 76% de risque, par exemple, pour les lymphomes, qui sont les cancers typiques des agriculteurs. Donc des bénéfices aussi pour la santé. Et ce qui m'amène à la question de savoir où est le problème. Si le problème n'est pas sur un enjeu technique ou agronomique, eh bien, c'est bien que c'est un problème politique. Je pense que c'est quelque chose qui commence à de mieux en mieux être compris. Et donc, la question, c'est maintenant de savoir comment les politiques publiques aident à façonner le système tel qu'il fonctionne actuellement et comment elles pourraient s'ouvrir à soutenir ces enjeux différents. Alors, pour regarder les politiques publiques, il faut bien avoir trois niveaux d'analyse différents. Un premier,
qui est de comprendre ce que propose la politique publique en termes de cap, d'horizon, quels sont les objectifs qu'elle donne, là en l'occurrence au secteur agricole ou au secteur alimentaire. Ensuite, quels sont les instruments dont elle se dote pour atteindre ces objectifs? Quel est le type d'instrument? Ça peut être des taxes, des subventions, de la réglementation, etc. Est-ce que ces instruments, par leur nature, sont en capacité de répondre aux objectifs qu'on se donne? Et puis ensuite, par leur calibrage, est-ce qu'ils sont calibrés de façon qu'ils soient effectivement efficaces dans le sens de ces objectifs? C'est un deuxième niveau d'analyse. Et un troisième, c'est est-ce que on a les budgets, à la fois les ressources disponibles pour mettre en œuvre ces instruments, par exemple redistributifs pour une politique redistributive, mais est-ce qu'on a aussi des ressources de personnel au niveau de l'État? Par exemple, si on met en place des politiques réglementaires, il faut bien des fonctionnaires derrière pour faire les contrôles ou et s'assurer du suivi et de la mise en œuvre des pratiques réglementaires derrière. Donc il faut avoir ces trois niveaux d'analyse. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder ça. Ah oui, alors la bonne nouvelle peut-être avant, c'est de se dire qu'en termes de budget, en tout cas, sur le système alimentaire, Christophe l'a déjà mentionné, il a donné les chiffres, je crois, pour 2021. En 2024, c'était même source, hein, basique, I4CE, I4CE, c'est presque 54 milliards d'euros, donc on a du budget. Après, à voir comment il est dépensé. Ce que je vous propose de faire, c'est de regarder ça sur la politique agricole en France et sur la politique alimentaire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas regarder les autres politiques publiques, hein, qui conditionnent aussi comment le système alimentaire fonctionne. Ça renvoie bien sûr aux accords commerciaux, confère Mercosur, à la politique d'aménagement du territoire, on pourrait parler de la politique d'éducation, on pourrait parler euh, de politique sociale en sens large, etc. Donc, en termes de politique agricole, alors les politiques agricoles, le discours, bon, ben, c'est celui de Madame Genevard depuis. Bon, il n'est pas nouveau, hein, autour alors, il est nouvellement labellisé souveraineté alimentaire, mais il est essentiellement autour de la compétitivité, autour de la balance commerciale qui a été longtemps en fait la variable. Enfin, l'agriculture, c'était une façon de résorber le déficit de la balance commerciale commerciale de la France. Bon, là, ça devient de plus en plus compliqué. Mais bon, voilà, un discours autour de la compétitivité et des exports, de l'exportation. Et depuis 2 décennies, de plus en plus de discours. Donc on peut faire ça en intégrant des dimensions environnementales. En termes de budget, là aussi, on a de l'argent. Alors, Christophe a bien montré que c'est pas tout l'argent qui va au système alimentaire, c'est une vingtaine de pourcents, mais on a quand même presque 16 milliards d'euros qui sont distribués. Alors, ils sont distribués à travers des instruments qui sont principalement les instruments de la PAC, donc des aides directes qui sont distribuées à la surface ou à la tête de bétail euh, de façon plus ou moins conditionnelle, même si on a on a un certain nombre de conditionnalités environnementales qui sont en réalité très peu contraignantes. Et puis, on a un quart de ces aides qui s'appellent l'éco-régime et qui devraient être corrélées à des enjeux environnementaux. Mais quand on voit que 95%, je crois, des agriculteurs l'ont touché sans rien changer à leur pratique, on se rend compte que l'exigence environnementale pour l'éco-régime est très faible. On a en revanche des petites mesures, une petite partie du budget qui sont ce qu'on appelle les mesures environnementales, qui sont extrêmement marginales, qui sont toutes petites en budget et qui financent par exemple l'aide à la conversion dans l'agriculture biologique. Elle ne finance plus l'aide au maintien, elle pourrait le faire. Ça existe au niveau européen, c'est proposé comme un instrument. La France a décidé de ne pas soutenir l'agriculture biologique de manière continue, mais simplement la période de conversion, puisqu'on conçoit l'agriculture biologique comme un marché de niche qui doit fonctionner uniquement à travers le soutien du consommateur. Et donc, c'est déjà pas un régime très favorable à ces approches différentes, mais en plus, on a mis récemment dans les pattes, entre guillemets, de l'agriculture biologique des certifications environnementales concurrentes, en particulier la certification HVE, entre en concurrence qui a très peu d'exigences, notamment sur la réduction des pesticides, et qui entre en concurrence directe aux yeux des consommateurs avec l'agriculture biologique, mais qui entre aussi en concurrence pour les aides. C'est le cas pour l'éco-régime, par exemple, parce que on a beaucoup
d'agriculteurs français qui ont l'éco-régime grâce à leur certification HVE. Et puis, c'est un certain nombre d'exonérations de crédits d'impôt, d'exonérations de charges patronales, de charges sur la plus-value des successions ou des allègements de charges pour l'investissement. Donc, et puis par rapport à cette histoire d'économie de phytosanitaire, c'est surtout des instruments non contraignants de formation et d'information, et avec des politiques réglementaires qui sont très peu exigeantes. Je renvoie au débat compliqué sur les autorisations de mise sur le marché des pesticides. Mais donc on a en fait un système qui est organisé autour de la promotion d'une agriculture productiviste, c'est-à-dire qui produit à partir de ce modèle d'agriculture industrielle et fortement utilisatrice de produits chimiques. Et si on fait le compte, par exemple, pour l'agriculture biologique, on se rend compte que sur ces 16 milliards d'euros, il y a 3,4% qui vont à l'agriculture biologique, qui sont fléchés en tout cas à l'agriculture biologique, et donc c'est beaucoup moins même que la réalité de la représentativité de l'agriculture biologique en termes de surface agricole utile, c'est 10%, ou en termes de nombre d'agriculteurs, c'est 14%. Et ça explique que la France, alors qui met toujours en avant qu'elle a la première surface bio en surface, mais en termes, parce que c'est un grand pays agricole dans l'Union européenne, mais en termes de part de la surface agricole utile totale, on est en dessous de la moyenne européenne. On a des pays comme l'Autriche qui sont presque à 30%, et la Suisse aussi qui est bien placée. Alors ça, c'était pour les politiques agricoles. Pour les politiques alimentaires, comment elles fonctionnent en France? Alors, elles sont historiquement, c'est surtout des politiques de sécurité sanitaire des aliments. Donc, il y a le budget de l'ANSES, hein, qui est autour de la cinquantaine, je crois, ou 25 millions d'euros, pardon. Et puis, il y a des enjeux donc de sécurité sanitaire des aliments et de nutrition, justice sociale. Et puis, récemment, avec la SNANC, la fameuse stratégie nationale alimentation, nutrition, climat, des enjeux de climat qui ont été introduits dans les discours et dans les instruments qui sont mis en œuvre. Je vous le dis tout de suite, pour les budgets, c'est très faible, hein, c'est moins de 0,5% du budget total qui va au système alimentaire. Mais pour les instruments, on a principalement des instruments qui responsabilisent le consommateur sur le plan individuel, c'est-à-dire qu'on va l'éduquer à manger bien, à manger mieux, des instruments d'information, manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, ce sont les outils du Programme national nutrition santé. Par exemple, c'est 1 million d'euros contre un budget qui est mobilisé par les publicitaires, qui a été calculé par le BASIC aussi et qui est autour de 5 milliards et demi d'euros, donc 5500 fois plus. Donc on voit bien qu'on joue pas à part égale dans l'information du consommateur. Donc pas de contraintes ou très peu sur ce qu'on appelle l'environnement alimentaire, c'est-à-dire tout ce marketing qui va ou le positionnement produit, les promotions qui va inciter les agriculteurs à acheter tel ou tel produit, les consommateurs. Oui. Alors il y a quelques objectifs intéressants dans la loi Egalim avec l'idée de donner, enfin de s'approvisionner pour les cantines scolaires à 50% en produits de qualité, 20% de bio. On avait l'idée, l'espoir que dans la SNANC, il puisse y avoir cette prise en compte de la nécessité de réguler la publicité, notamment à l'intention des jeunes enfants, ou encore d'évoquer l'objectif de baisse de la consommation de produits animaux. Bon, ce n'était pas dans le dernier texte qui a circulé. Et puis il y a le programme Mieux manger pour tous qui a introduit, enfin c'est une centaine, 80 millions d'euros autour de la précarité alimentaire, d'essayer de régler ces problèmes-là, et les projets alimentaires territoriaux qui essayent de reterritorialiser, mais c'est environ 16 millions d'euros, c'est de reterritorialiser ces questions d'alimentation, de reterritorialiser les filières, mais et c'est mobilisé par les collectivités territoriales qui sont financées à hauteur un animateur de terrain pour le faire. C'est très peu d'argent. Donc, comme je le disais, c'est très peu en termes de budget alloué à l'ensemble du système alimentaire tel que l'a évoqué Christophe tout à l'heure. Et par contre, si on rajoute des instruments qui sont pas officiellement des instruments de politique alimentaire, mais on pourrait les considérer en fait de fait comme tels, ces exonérations sociales et fiscales qui vont aux industriels, aux distributeurs et à la restauration commerciale sans contrepartie, c'est 60% du budget système alimentaire, c'est 29 milliards d'euros qui sont distribués comme ça.
Alors, pour conclure, donc j'ai essayé de souligner on sait techniquement produire sans intrants chimiques de synthèse, on a la surface pour le faire, etc. Que c'est pas un problème technique, mais c'est un problème de politique publique. Enfin bon, je prêche pour ma paroisse puisque je suis politiste et spécialiste des politiques publiques, mais les politiques tendent plutôt à décourager des modes de production alternatifs et elles sont en revanche réorientables dans l'absolu autour d'un changement d'objectif, de cap d'horizon qui serait plutôt autour de la santé publique et environnementale, qui impliquerait de sortir l'approche de l'agroécologie à travers une approche de marché de niche pour en faire un horizon agronomique qui est une toute autre approche et duquel on pourrait décliner recalibrer les instruments qui sont actuellement utilisés. Et puis, l'enjeu, ce serait aussi de prendre en compte non pas seulement la responsabilité du consommateur ou du producteur dans l'orientation du système alimentaire, mais ce milieu de chaîne, les industriels, les distributeurs et les restaurateurs commerciaux, à travers plusieurs possibilités de réorientation des instruments. Voilà. Et c'était ce que je disais, mon dernier point. On peut réorienter ces instruments, notamment en conditionnant ces exonérations, en, en ayant des exigences sur le type de produit mis en rayon, le conditionnement, etc. Voilà. Donc c'était ça que j'avais à dire sur La la façon façon dont dont les les politiques politiques publiques publiques orientent le système alimentaires alimentaire et et comment on comment on pourrait pourrait le le réorienter. réorienter.